Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la définition des classes en Java. Nous avons donc comme plan pour cette vidéo la définition des attributs et des méthodes dans les classes, description générale d'ailleurs d'une classe. Puis nous allons parler des visibilités, puisque très rapidement en Java vous allez devoir donc interdire les accès, par exemple aux données à l'extérieur, pour vous protéger tout simplement. Les constructeurs sont des membres tout à fait remarquables dans les classes Java. En l'occurrence, ils supportent ce qu'on appellera l'initialisation des objets. Et enfin, donc, la définition de la classe qui peut supporter elle-même des modificateurs, ne serait-ce que pour pouvoir expliquer qu'une classe est visible ou pas de l'extérieur de son package. Donc tout d'abord, en Java, la classe va définir attributs et méthodes, donc globalement ce que je vais appeler par la suite les membres. Les attributs sont en fait les supports de données, ce sont les champs de données. Les attributs sont typés, ce sont les données donc. Un peu comme on peut typer une variable locale, eh bien il faudra typer les champs de données. Les méthodes sont décrites par un nom, bien sûr, que vous choisirez de façon expressive. Il y aura un type de retour, des paramètres qui seront eux-mêmes typés, et il n'y aura pas de paramètres optionnels. Alors il n'y a pas d'ordre dans la déclaration, dans une classe, c'est-à-dire que vous pouvez déclarer des attributs, des méthodes, des méta-attributs, des méthodes, des attributs, des méthodes. Simplement que pour la santé mentale, en fait, du lecteur, du développeur, peut-être vous-même d'ailleurs, vous avez intérêt à respecter un certain ordre, une cohérence, on va dire, de façon à faciliter donc la lecture. Facilité de lecture, donc forcément facilité de maintenance. Alors ensuite, le corps des méthodes peut utiliser les attributs, les paramètres et les variables locales éventuelles. Ceci pour rappeler que dans un seul et même fichier, vous allez déclarer la classe avec la totalité donc des méthodes, des attributs et des méthodes qui composent la classe, mais aussi vous allez mettre la définition des méthodes, c'est-à-dire le corps de la méthode elle-même. Et donc le corps de la méthode va pouvoir utiliser les attributs des données qui ont donc une portée de la classe, la portée de la classe et une durée de vie de l'objet, les paramètres qui sont des informations qui sont fournies par l'appelant et que l'on recopiera dans la méthode, et les variables locales, eh bien les variables locales, ce sont les variables dont vous avez besoin localement, comme leur nom l'indique, dans la méthode en question. Par convention, le compilateur ne va pas s'y opposer, mais par convention, une classe commence par une majuscule. En général, les attributs et les méthodes commencent par des minuscules. Et on fait ce que l'on appelle la capitalisation, c'est-à-dire que tous les mots qui composent l'identifiant vont prendre une majuscule. Alors c'est comme ça que ça se fait. Si vous ne voulez pas respecter cette convention, eh bien vous pouvez bien sûr faire le rebelle, vous pourrez compiler, mais votre code sera moins facilement intégré, moins lu, moins facile à lire, un petit peu rebelle, quoi. Alors, pour ce qui est des visibilités, il faut noter quand même que les membres dans une classe ne sont pas forcément visibles de l'extérieur, ce qui veut dire que les membres de la classe ne sont pas forcément utilisables par l'extérieur de la classe. En particulier, tout ce que vous allez marquer private. Private, ça vous permet de dire que le membre, alors en général les données membres, les champs de données, ne sont pas accessibles de l'extérieur. Alors, pas d'accès de l'extérieur, pourquoi en général? Parce que vous ne voulez pas que les autres puissent modifier, en particulier, les données d'une classe. Effectivement, il peut être gênant de ne pas savoir qui vient vous modifier vos données, sachant que j'imagine que le reste du code de votre classe repose sur une certaine cohérence et une certaine stabilité de ces données. Alors par défaut, attention, la visibilité n'est pas private, contrairement à certains langages, et en particulier, contrairement au langage comme le C++, qui est le grand ancêtre de Java, eh bien, par défaut, nous sommes dans une visibilité dite de package, c'est-à-dire que toutes les classes qui sont dans le même groupe de classes, qu'on appellera un package, ont la possibilité de s'utiliser mutuellement les unes des autres, dans la mesure où vous n'avez pas mis de mots-clés, de modification donc à la déclaration du membre. Les mots-clés de visibilité doivent se répéter à chaque déclaration de membre. Donc le private, il faudra le répéter à chaque attribut. Protected est une visibilité un petit peu spéciale, on reviendra dessus lorsqu'on parlera de l'extension. Et la visibilité publique, évidemment, s'oppose à la visibilité private dans la mesure où, si vous notez qu'un membre est public, il est accessible de n'importe où dans l'application.
Les visibilités, en fait, limitent l'accès aux membres par d'autres morceaux de code. Et je vous rappelle qu'en Java, vous allez donc essentiellement déclarer des classes. Bien entendu, vous allez beaucoup travailler avec les classes. Et le propre d'une classe, c'est que, enfin, ce qui caractérise finalement votre codage, c'est que quand vous déclarez une classe, vous ne savez pas si quelqu'un ne va pas réutiliser votre classe plus tard. Donc, je vous conseille fortement de faire très attention aux visibilités qui vous permettent donc tout simplement d'implémenter l'encapsulation. Les constructeurs sont des méthodes dans votre classe, mais ce sont des méthodes un peu spéciales, enfin même très spéciales en réalité. D'abord de par leur signature. Un constructeur, c'est une méthode qui porte le nom de la classe. Son usage sera donc remarquable pour le compilateur. Ensuite, les constructeurs n'ont pas de type de retour. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces constructeurs sont des méthodes qui sont appelées lorsque vous créez des objets de la classe, du type de la classe. Donc le retour implicite en quelque sorte, c'est l'objet qui sera créé. Leur rôle à ces constructeurs est aussi très particulier. Leur rôle, c'est d'initialiser les attributs des objets. Donc normalement, vous devez avoir des constructeurs dans une classe parce que vous devez avoir fait cet effort de penser à l'initialisation des objets. Je rappelle que l'appel d'un constructeur est totalement implicite. Personne n'appelle un constructeur de façon explicite. Donc l'implicite ici, ça va tout simplement être que lorsque l'on construit un objet de type voiture, le constructeur dans la classe, un des constructeurs de la classe voiture, va devoir être appelé de façon implicite. Les définitions de classe ont eux-mêmes éventuellement donc des modificateurs, à savoir que une classe peut être publique ou pas. Une classe publique, c'est une classe que l'on va voir de l'extérieur de son package. Vous pouvez aussi avoir des extensions entre classes, donc ce sont des relations statiques qui s'établissent parce que vous ne voulez pas répéter ce qu'une classe contient déjà, donc vous allez étendre la classe en question. Nous allons en reparler largement. Il s'agit de la relation de généralisation-spécialisation en fait, que l'on appelle souvent héritage. Et la classe peut tout simplement être liée par une implémentation, mais implémentation d'interface. Donc là, il s'agit quasiment de l'extension, c'est quasiment la même chose. À un détail près, c'est qu'une interface ne contient pas de code d'implémentation. Une classe qui implémente une interface, contrairement à une classe qui étend une autre classe, doit fournir la totalité des méthodes. Finalement, elle n'hérite de rien. Alors voyons un petit peu donc ce que ça donne en termes de codage en utilisant l'outil NetBeans. Pour créer une classe avec NetBeans, il me faut bien entendu d'abord un projet, donc je vais créer un nouveau projet ici, File New Project. Je vais prendre un projet Java Application, sans surprise, et je vais appeler donc ce projet du nom du numéro de support. Donc on est dans le FR. Je rappelle que le projet NetBeans est un projet NetBeans et absolument pas un projet au sens Java, puisque Java n'a pas de n'a pas de notion de projet. Je vais pas lui faire générer la classe principale, surtout avec un nom pareil. Voilà, je laisse générer le projet et donc au niveau des sources package, je vais venir créer une classe. Alors je vais venir créer une Java class, on verra les autres classes au fur et à mesure. Alors la classe ici, je vais l'appeler principale. Vous savez qu'une application Java doit démarrer sur une fonction membre, une méthode main, que l'on place forcément dans une classe. Il est de bon ton d'associer un nom de package à la classe. Effectivement, une classe toute seule comme ça, pendue dans l'univers, c'est quelque chose que Java n'aime pas du tout, qui reste possible tout d'abord, mais comme vous le voyez ici, il est hautement recommandé de ne pas placer les classes dans le default package, c'est-à-dire en fait sans package. Donc je vais donner un nom de package à mon projet. Donc il s'agit ici, pour le coup, du FR178, ce sera le nom de mon projet, FR178. Normalement, les noms de package sont écrits entièrement en minuscules dans la convention. Vous pouvez bien sûr ne pas respecter la convention, mais comme d'habitude, ne pas respecter la convention, outre le fait de révéler que vous n'avez pas forcément bien compris la convention, parce que ça pourrait être ça, mais en plus vous rend un peu moins lisible. Alors si je veux que cette classe principale soit réellement... Alors, une classe principale, il va falloir qu'elle contienne une méthode. Alors, il s'agira de la méthode public void static public void main, prenant en paramètre un tableau de string. Donc ça, il va falloir s'habituer à cette signature, parce que c'est la méthode récurrente en Java,
toute application standalone doit avoir ce main. Alors je dis application standalone parce que il y a des types d'applicatifs Java qui n'ont pas besoin de ce point d'entrée parce qu'ils travaillent dans des environnements un peu différents. Alors comme on le voit ici, lorsque j'ai demandé la génération de la classe principale, alors je retrouve bien ici classe principale, j'ai l'ouverture d'un bloc, la fin du bloc. NetBeans ici me marque le bloc dans lequel je suis en train de travailler. Nous voyons ici l'ajout du mot-clé public. Ce mot-clé public est optionnel en général. En fait, ce que marque ce mot-clé public, c'est que cette classe est visible de l'extérieur du package dans lequel elle travaille, dans lequel elle est créée, auquel elle appartient. Parce qu'une classe ne peut appartenir qu'à un seul package. Le package, il est référencé ici, juste au-dessus. Le point important avec le mot-clé public ici, c'est que si votre classe n'est pas publique, elle ne peut pas être utilisée de l'extérieur du package. Or, je vous rappelle qu'ici, il s'agit de la classe principale, puisque j'ai placé cette méthode à l'intérieur, donc j'ai l'intention qu'elle soit appelée par la machine virtuelle. Si je veux qu'elle soit appelée par la machine virtuelle, qui de fait ne se trouve pas dans mon package à moi, eh bien, je dois la rendre publique. Donc ma classe ici sera marquée publique. Vous remarquerez aussi que elle est naturellement placée par NetBeans dans un fichier principal.java. Le nom de la classe est le nom du fichier, et ça c'est une règle assez intangible en fait, puisque un fichier doit contenir une seule classe publique, en l'occurrence celle qui lui donne son nom. Ça c'est une force du langage Java, alors dans la mesure où finalement quand vous voyez un fichier principal.java, vous savez immédiatement ce que ce fichier contient. Nous ne sommes pas en C++, C++ c'est un langage qui certes ne doit pas brider la créativité du développeur, mais en même temps permet de faire un peu tout et n'importe quoi, et en général les développeurs font plutôt n'importe quoi que tout. Et donc ici, ma classe principale donne son nom au fichier. Si je rajoute à l'intérieur, donc maintenant, si je veux rajouter des attributs, eh bien il va falloir choisir un type pour l'attribut et un nom pour l'attribut. Voilà, donc ça sera un attribut. Alors attention, pas de visibilité de marquer ici A. Pas de visibilité, ça veut dire que cet attribut est accessible dans n'importe quelle classe du même package. Si je crée une autre classe dans le même package, l'autre classe pourra accéder à cet attribut. Donc vraisemblablement, je vais plutôt faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire masquer l'attribut, le rendre invisible de l'extérieur. Seul le code qui est écrit entre ces deux blocs peut accéder à l'attribut parce qu'il est marqué private. Si je veux maintenant, imaginons que je veuille que de l'extérieur on puisse accéder en lecture à cet attribut, mais pas en écriture, je vais venir écrire une fonction d'accès que, par habitude, par convention, en Java, on écrit get, et ensuite on reprend le nom de l'attribut en mettant une majuscule, get attribut. Donc ce get attribut serait typiquement codé comme ça, return attribut. Je retourne la valeur de l'attribut à travers donc ce getter, ça s'appellera un getter. On aura évidemment les setters possibles aussi. Alors là, je donne en fait la possibilité à un extérieur de venir appeler la valeur de l'attribut, puisqu'en fait ce qui va se passer quand on appelle getAttribut de l'extérieur, c'est que je retourne la valeur de l'attribut de l'objet de la classe courante. Bon, évidemment, l'extérieur qui peut appeler ici, vu que je n'ai pas mis de visibilité, c'est seulement l'ensemble des classes du même package. Si je veux maintenant que l'ensemble des classes du monde puisse accéder à getAttribut, il me faut marquer ici public. Donc là, l'arbitrage en termes de visibilité se fera en fonction du genre de service que vous offrez. Il serait assez habituel de mettre les champs de données en privé et les services extérieurs en public. Sachant qu'ici public a du sens parce que ma classe est publique. Imaginons que ma classe ne soit pas publique, c'est-à-dire visible uniquement du package dans lequel elle est créée. Il serait quand même curieux que cette classe qui ne serait pas publique ait des services publics, donc applicables du monde entier. Alors, il faut essayer de garder une certaine cohérence entre les visibilités. Bon, le getAttribut, donc typiquement, c'est ce qu'on appelle un getter, donc c'est le genre de code qui va permettre aux autres, de venir lire l'attribut qui sera possédé par les objets de ce type classe principale. Alors, pour l'instant, je travaille dans une classe qui est un peu spéciale, parce qu'en fait, c'est la classe principale de l'application. Je n'aurai en général pas besoin, dans une classe principale, d'aller placer des attributs et des getters, des setters, on verra pourquoi plus loin. Je continue avec un exemple de code qui correspondrait à mon setter. Quand j'écris donc mon setAttribut, je vais l'écrire de cette façon-là. Je vais avoir un retour qui est void, et je prends en paramètre une valeur v, mettons,
hein, voilà, et habituellement pour écrire le setter, voilà ce que l'on code, on écrit que attribut égale v, donc on prend la valeur qui est passée en entrée et je viens affecter l'attribut avec cette valeur. Donc là je suis devant un deuxième type, une deuxième méthode en fait dans ma classe principale. Donc je me retrouve finalement pour des objets de type principal à pouvoir stocker à l'intérieur une donnée et à pouvoir rendre deux services, lecture de la donnée, positionnement de la donnée. Vous remarquerez que ce genre de code qui est totalement possible en Java correspond finalement à ouvrir vers l'extérieur les accès aux attributs. Alors c'est un genre de code auquel il faudra faire attention et sur lequel il ne faudra pas se jeter dans la vraie vie, si j'ai envie de dire, hein, j'ai envie de dire la vraie vie, parce que en fait de l'extérieur, en particulier pour le setter, de l'extérieur, vous ne savez pas qui va venir appeler cet attribut et donc donner une valeur pipeau en fait à votre attribut. Donc voilà un exemple d'écriture de classe avec la définition de membres dans la classe en utilisant NetBeans. Pour résumer ce que nous avons vu dans cette petite vidéo, c'est que une classe définit des attributs et des méthodes. Nous avons vu qu'en Java, la définition des attributs et méthodes est extrêmement simple. Les visibilités autorisent ou interdisent l'accès aux membres. Donc ça, en général, correspond à un masquage des détails d'implémentation, donc en particulier des données, alors que vous fournissez des services à l'extérieur sous la forme de méthodes. Alors les constructeurs, on en parlera plus tard, ce sont des méthodes tout à fait remarquables qui correspondent à l'initialisation des données. Et puis donc nous avons vu que la définition de la classe peut supporter des modificateurs dans l'exemple de code que nous avons réalisé avec NetBeans. Il s'agissait de mettre public devant le mot-clé classe qui définit que la classe peut être vue de l'extérieur de son package. La notion de package, nous y reviendrons, mais elle est évidemment extrêmement essentielle dans la construction correcte de votre application.